Parce que le foie, c'est un organe très explosif en fait. Avec l'aiguille, on réussit vraiment à la stimulation juste direct sur le point. Ce qui fait que le message neurologique qui arrive à notre cerveau. Les reins, pour la médecine chinoise, c'est l'organe le plus important de tous. C'est la batterie du corps qui garde toute notre énergie, notre hérédité, en fait, notre génétique est protégée par les reins. Nous allons voir ce que le corps vous dit, le lien entre les émotions et les organes. Et nous sommes avec toi, Elisabeth. Tu es infirmière en bloc opératoire et acupunctrice, c'est bien ça ou c'est un peu plus large? L'acupuncture, c'est une partie de la médecine chinoise. Mais en fait, il faut avoir fait la médecine chinoise au complet pour pouvoir pratiquer correctement l'acupuncture parce qu'en fait, la partie la plus importante de la médecine chinoise, c'est faire une bonne diagnose. Une diagnose, c'est une diagnostic. Un diagnostic. D'accord, ok. Faire un bon diagnostic de nos patients et connaître bien le fonctionnement selon la médecine chinoise pour pouvoir donner le meilleur service. Ça englobe d'autres techniques aussi. Il y a l'alimentation. L'alimentation est très importante en médecine chinoise. Il y a le massage, l'acupuncture, l'amoxibustion. C'est quoi l'amoxibustion? L'amoxibustion, c'est l'utilisation d'une chaleur à une fréquence spéciale qui permet une très bonne pénétration pour stimuler les points. Par exemple, les Japonais, ils ont beaucoup mis sur l'amoxibustion plus que par exemple l'acupuncture coréenne, tout ça. C'est l'utilisation de la chaleur pour tonifier et améliorer la pénétration dans les points d'acupuncture ou dans les zones de douleur. Donc, ça s'utilise tout seul ou une fois que tu as planté l'aiguille d'acupuncture? On peut faire des deux façons. Moi, j'utilise souvent avec les aiguilles pour donner plus d'importance sur ces points. Mais par exemple, lorsqu'on fait du traitement à des enfants, on fait de la médecine pédiatrique, on utilise souvent que l'amoxibustion, même si c'est un peu plus lent parce que les enfants parfois, surtout ici en Occident, déjà les adultes, ils ont un peu du mal au traitement. Alors avec les enfants, c'est peut-être un peu plus recommandable, surtout au début, d'utiliser la chaleur. Ça stimule le point un peu moins, avec un peu moins d'intensité, mais on réussit à avoir les mêmes résultats. J'aime bien leur expliquer que moi, le fait d'être un peu sur les deux médecines, ça me donne une vision un peu... Bah oui, parce que tu es au bloc opératoire. Je suis au bloc opératoire. Tous les jours, tu vois des... Ah ouais. Alors, j'aime bien dire que je suis radicale sur rien. Je crois dans les deux médecines. Je crois que les deux nous aident chacune à sa façon et qu'aucune médecine arrive au bout de tout. Alors, le plus intelligent, c'est tout utiliser en faveur de notre santé. Après, c'est vrai que la philosophie de notre médecine et de la médecine chinoise, elle est un peu différente, surtout comment ça s'est mis en place en fait. Parce que nous, notre médecine, on l'a appris, on a commencé à faire nos premiers pas en faisant de la dissection avec un corps qui était mort, qui était malade. Ah oui, vous travaillez sur un corps mort. Au début de la médecine, on faisait comme ça. On ouvrait les corps morts et on voyait qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui n'allait pas. Par contre, la médecine chinoise, elle s'est toujours basée sur l'observation du corps vivant. Alors, ils observaient ce qui se passait dans les gens autour d'eux et qu'est-ce qui se passait pour qu'on soit en santé. Et d'un coup, il y a des systèmes qui commencent à mal marcher, où on commence à être fatigué, où on commence à avoir des douleurs. Et qu'est-ce qui se passe dans notre corps, dans notre peau, dans nos couleurs, dans notre façon de marcher. Ils observaient le corps vivant, alors ils recevaient en fait beaucoup d'informations. Et c'est grâce à ça que la médecine chinoise, elle a cette importance préventive parce qu'en fait, elle réussit à avoir des systèmes qui commencent à mal fonctionner avant que ça devienne une maladie. Et c'est ça qui est vraiment intéressant parce qu'on peut arrêter, bloquer avant le processus, avant de tomber dans une maladie. Ce que je vais faire pour garder le lien entre le corps, l'esprit, l'alimentation à travers la médecine chinoise, je vais te poser des questions sur le foie, sur chaque organe, d'accord? Le premier organe qu'on va commencer à regarder, c'est le foie. Et quelle est sa fonction principale en médecine chinoise, le foie? Le foie, en fait, maintenant, c'est le gros protagoniste aussi, parce que c'est difficile que, au moins, dans certains moments de notre vie, on n'ait pas de problème lié au foie, d'accord? Le foie, en fait, c'est l'organe qui, il fonctionne comme une éponge, en fait, comme une grosse éponge, qui, avec les mouvements de la respiration, il répartit le sang.
il filtre et il répartit le sang. Alors, quel est le gros problème du foie? Le gros problème, c'est quand il bloque. Quand il bloque, sa principale fonction, qui est de faire sortir tout le sang pour notre corps, elle est réduite. Alors, on commence à avoir des anémies par une manque, un blocage de sang. C'est le foie ne réussit pas à mettre en marche son mécanisme principal, qui est faire comme une bombe. Comme une bombe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le sang ne sort pas dans les quantités suffisantes et il y a, en fonction un peu de notre anatomie et de notre travail, de nos positions, on va avoir des ennuis dans un endroit ou dans un autre. Et nos faiblesses aussi. Alors, par exemple, les mal de tête, les migraines. C'est le sang du foie qui ne réussit pas à arriver aux endroits les plus éloignés, comme la tête par exemple. Et pour les Chinois, quand ils parlent de vide, quand il y a du vide, il y a de la douleur. Ça veut dire que le sang n'arrive pas. Pour nous, en fait, dans notre médecine aussi, la douleur par manque de sang, c'est une des douleurs les plus intenses qui existent. Quand le foie est bloqué, on peut trouver des insomnies, on peut trouver des mal de tête, des migraines, des vertiges. Quel est le lien entre le foie et l'émotion, comme la frustration, la colère? Le foie, il est très lié à tout ce genre d'émotions. On disait que c'est le gros protagoniste parce que c'est quand même un peu les problèmes de notre société, non? Le stress, l'angoisse, la frustration, on est fâché contre tout le temps. Le foie, il est recouvert par une capsule qui s'appelle la capsule de Gleason. C'est une capsule musculaire. Qui peut devenir rigide en fonction de la tension musculaire qui se trouve autour de nous. Quand on est fâché, quand on est tendu. Cette capsule, elle se rigidifie. Elle se rigidifie c'est une question musculaire en fait, parce qu'on augmente notre tension sur le thorax surtout, on a du mal à respirer, la respiration elle est moins effective. Alors, tout se bloque musculairement, cette capsule aussi, alors elle ne permet pas de faire le bon mouvement au foie pour que on reçoit le sang. Ça bloque un peu le foie. Donc tout ce qui est frustration, colère, du coup comment on fait? On peut faire des massages, on peut respirer, on peut faire de l'acupuncture pour libérer ça. Les pathologies émotionnelles du foie, pour lesquelles l'acupuncture elle est la plus effective en fait. La plus effective. C'est efficace aussi. Efficace. Surtout vite. Parce que le foie c'est un organe très explosif en fait. Alors tout de suite il nous amène à des ennuis, il nous donne des symptômes, mais aussi tout de suite il se régule. L'acupuncture c'est pas qu'elles sont plus effectives qu'avec un autre organe, mais en fait ce qu'il y a c'est qu'elle apaise les symptômes. Le patient il perçoit subjectivement que ces symptômes diminuent beaucoup plus vite. Pour le foie, je tiens à dire souvent que plus que des aliments qui le nourrissent, c'est plutôt ce qu'il faut éviter. Parce que le foie, il a une grosse tendance à intoxiquer. Alors, c'est beaucoup plus intéressant de savoir ce qu'il faut éviter. Il faut surtout éviter, pour simplifier, moi je dis tout ce qui est blanc. C'est-à-dire les farines raffinées, les produits laitiers et les graisses. Et les graisses blanches. Les graisses, oui. Donc tout ce qui est blanc, c'est facile à retenir. Tu vois un aliment blanc, tu dis non. Quels signes vont indiquer un déséquilibre du foie? Normalement, les patients qui viennent à la consultation, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils se sentent énervés, ils se sentent stressés. Et souvent, il y a des problèmes d'insomnie. Et quand ils commencent à expliquer un peu l'origine de tout ça, c'est très souvent des problèmes laboraux, du jour à jour, de la routine. Un peu. Laboral, ça veut dire quoi? Du travail. Du travail, d'accord, ok. Causé par le travail, le stress. D'accord, donc c'est routinier. Et donc comment on fait pour le rééquilibrer? Tu as répondu un peu. Mais l'acupuncture, elle est très effective sur ça. Il faut aussi donner certains outils aux patients pour faire une bonne gestion du stress. Comme quoi? Comme la respiration? Comme la respiration. Ça revient tout le temps, ça, la respiration. Ça revient tout le temps. On respire plus, on est en apnée. Et pour relaxer le foie aussi, c'est très important moi je recommande souvent de faire du sport, mais du sport qui soit quand même un peu explosif. Explosif, ouais. Qui nous permette vraiment de nous défouler. Ah, c'est un organe qui a besoin d'extérioriser. D'extérioriser, d'éliminer de l'activité. Donc de la boxe. De la boxe, danser, courir, les jeux de raquettes par exemple, le paddle, le tennis, tout ça qui nous défoule en fait.
Ouais, qui sont intenses. Par exemple, des hits, oui. tu sais, on peut faire du travail cardio, mais même la corde à sauter, même 5 minutes, ça peut défouler. Ça défoule, ça nous enlève de l'énergie en trop. En fait, le foie, ce qui, un peu pour simplifier, ce qui fait dans notre corps, c'est une accélération. Alors, il faut éliminer cette activité. Donc, il faut vider l'énergie en trop. C'est ça. Mais oui, c'est vrai que si on est trop sédentaire et quand on veut après aller dormir et qu'on n'a pas bougé de la journée, le foie il reste excité avec ça. C'est intéressant. Pourquoi le cœur est considéré comme l'empereur en médecine chinoise? Je ne sais pas si ça se dit. Oui, bon, l'empereur parce que il protège, pour les Chinois, le cœur protège l'esprit. Alors, c'est un peu lié à tout ce qui est maladie psychiatrique. Psychiatrique. Donc, problèmes mentaux, quoi. Problèmes mentaux. Le cœur aussi, c'est son émotion. C'est parce que pour la médecine chinoise, chaque organe a son émotion. Pour le cœur, c'est la joie, mais la joie excessive, on dirait. C'est pas une mauvaise émotion, la joie. Ah, comme les bipolaires. Un coup, ils sont super joyeux, un coup triste. C'est un peu ça. Ouais. Mais la tristesse, elle appartient plutôt au poumon. C'est la joie en excès. Ah, la joie en excès. Okay. Cette hyperactivité aussi, le cœur joue aussi beaucoup sur l'hyperactivité qui nous fait qu'on est débordé par cette joie. On est débordé. Alors, c'est surtout les palpitations, des problèmes de rythme de cœur, et des troubles un peu plus loin que les émotionnels. D'accord. Le cœur, c'est facile aussi. C'est avec une couleur, c'est le rouge. C'est le rouge. Tous les aliments qui sont rouges nourrissent le cœur. Par exemple, les tomates, la betterave. La betterave. En français, c'est pas facile de se souvenir de tout. Non. J'ai du mal à trouver les mots. Les fruits rouges, tout ça. Ça va nourrir. Ça va nourrir. Le cœur. Ah oui, c'est intéressant. Quel exercice pour équilibrer tu peux conseiller pour le cœur? Pour le cœur, il faudrait quelque chose qui soit d'une certaine intensité, mais peut-être qu'il ne faut pas aller aussi loin comme pour le foie, pour extérioriser comme le foie a besoin. Mais c'est vrai qu'un certain travail cardiovasculaire, il est toujours très profiteur. Par exemple, courir à vitesse modérée, sans être essoufflé, la piscine, la natation. Marcher un peu en hauteur dans la montagne, faire des déniveaux. Et le yoga, c'est trop modéré, c'est trop lent? Si vraiment on veut canaliser cette énergie de cœur, je serais plus partante pour des exercices un peu plus intenses. Oui, donc modéré, intense. Pas essoufflé, mais intense. Ok. Enfin, modéré. C'est ça, en fait, compromettre un peu le rythme cardiovasculaire. Ouais, d'accord. Maintenant, les poumons. Quelle est la symbolique des poumons entre la tristesse et le lâcher-prise? Mais les poumons, c'est la respiration, c'est l'inspiration aussi. C'est vrai qu'ils ont cette partie négative, non, de la mélancolie, la tristesse et tout ça, mais les poumons aussi, c'est l'inspiration et la créativité. Alors, il y a cette partie positive aussi que parfois on a tendance à... Si on manque de créativité, ça peut venir des poumons alors? Ça peut venir. Ah, d'accord. Ça peut venir. En fait, pour les Chinois, la partie organique peut nuire les émotions, mais les émotions peuvent nuire aussi la partie organique. En fait, c'est dans les deux sens. Et parfois, c'est difficile à voir qu'est-ce qui a été en premier lieu. Alors, les poumons, c'est ce qui rentre, c'est l'énergie qui rentre dans notre corps de la façon la plus facile, non? Parce que c'est avec la respiration qu'on est en communication avec le monde, en fait. C'est pas que dans la médecine chinoise, mais aussi dans notre médecine, on sait que certaines maladies gardent certains perfils de patients, de perfils de personnalité. Profil, pardon. Dans le cas des asthmatiques et tout ça, il y a toujours aussi une certaine diminution de l'énergie, une certaine mélancolie. D'accord. Comment on relance l'énergie du poumon? C'est très important aussi l'exercice. En acupuncture, c'est intéressant le travail parce que c'est facile à mobiliser. Parce qu'en fait, l'acupuncture, le gros travail qu'elle fait, c'est bouger les liquides dans notre corps. Débloquer et bouger les liquides dans notre corps. Alors, en fait, ce qu'elle fait, c'est débloquer les poumons, irriguer les poumons et aider à que cet oxygène se déplace comme il faut.
Qu'est-ce qui va aider ou desservir comme nutrition, comme plante, comme boisson? Qu'est-ce qui va aider plus? Le poumon, et c'est très important parce que c'est vrai qu'avec le jour à jour, le stress, le travail, je vois dans ma consultation de plus en plus des gens qui s'hydratent très mal. Oui, j'en parle souvent ça, oui. Et c'est très important bien s'hydrater, pas seulement en quantité, sinon en qualité. Oui, de l'eau filtrée. Alors moi je partage toujours sur le Struckwater que tu vois là-bas, tu connais peut-être pas, mais ça structure l'eau et du coup ça fait qu'elle est beaucoup plus fine. Et donc tu sais les travails du japonais Masaru Emoto, il a fait des études, quand l'eau est structurée ou dynamisée ou vitalisée, bon, elle devient beaucoup plus bénéfique pour le corps et ça va hydrater, par exemple le Struckwater, il hydrate 6 fois plus. Donc les personnes elles ont envie de boire l'eau et ça va éliminer aussi, parce que ça va hydrater et éliminer les déchets, comme toute c'est la fonction de l'eau. Donc oui, c'est vrai que les gens qui ont souvent mal à la tête, ils s'hydratent pas. Ils s'hydratent pas. Par exemple, les mal de tête et les poumons sont liés à la peau. Et souvent, les pathologies dermatologiques sont très liées à une mauvaise hydratation, mais hydratation intérieure, hein, je ne parle pas de crème, mais surtout une mauvaise hydratation et on a un problème aussi avec les températures aussi. C'est important, surtout en hiver, de bien s'hydrater à travers des liquides chauds. Des bouillons, des infusions, mais il faut utiliser aussi la boisson pour nous réchauffer. Et cette chaleur aussi, et cette vasodilatation qu'elle provoque, elle nous aide à que nos poumons marchent comme il faut. C'est intéressant. Et quand tu parlais des problèmes de peau, est-ce que les démangeaisons, des choses comme ça, ça peut venir aussi en partie d'une hydratation? En partie d'une hydratation et aussi, c'est démontré que les maladies dermatologiques, un gros facteur émotionnel derrière elles, les psoriasis, dermatite, même des allergies, même des éruptions qui sortent comme ça. Ça vient aussi de l'émotionnel, du mental, parce que le corps et le mental sont liés. C'est soit l'un qui fait défaut à l'autre et puis vice versa. C'est vrai que pour relaxer la tête, que ce soit un massage chinois ou un massage thaïlandais ou même aller voir des kinés ou autres, ça va déjà tout de suite détendre les muscles du corps, ce qui fait que ça va pas contracter les organes aussi. Et l'acupuncture, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus efficace parce que ça cible tout de suite le point. J'ai l'impression que l'acupuncture, ça va pile poil. Surtout, c'est un travail de profondité parce qu'avec l'aiguille, on réussit. Les points, en fait, ils sont à l'intérieur. Alors, avec l'aiguille, on réussit vraiment à la stimulation juste direct sur le point. Ce qui fait que le message neurologique qui arrive à notre cerveau passe avec beaucoup plus en direct. Maintenant, il nous reste les reins. Pourquoi les reins sont considérés comme la source de vitalité en médecine chinoise? Les reins, pour la médecine chinoise, c'est l'organe le plus important de tous. C'est la batterie du corps. C'est celui qui garde toute notre énergie. Et c'est un peu, pour simplifier, c'est celui qui, nos ancêtres, notre hérédité, en fait, notre génétique, est protégée par les reins. Alors les reins, les Chinois, ils parlent du ciel intérieur et du ciel postérieur. Et le ciel intérieur, c'est nos ancêtres, c'est notre hérédité, notre génétique. Et le ciel postérieur, c'est ce que nous on a fait, comment on a mangé, nos émotions, l'exercice qu'on a fait, comment on a pris garde de notre santé aussi. C'est vrai qu'on devient ce qu'on mange. Tout ce qu'on ingère, forcément, après la qualité de la peau, elle est différente ou pas. On devient ce qu'on écoute, les bonnes ou mauvaises informations, les gens qu'on côtoie, si c'est des personnes qui sont plutôt joyeux ou plutôt tristes, on va prendre, puisqu'on est des éponges. Donc on devient tout notre environnement. C'est intéressant de poser son attention sur ce qui est important pour nous ou sur ce qui nous met en joie. Et la nourriture, c'est important en fait, un corps équilibré va naturellement se diriger vers ce qu'il a besoin. Il sait ce qu'il a besoin. Mais des corps déséquilibrés par tout ce qui est perturbateur endocrinien et tout, ça perturbe. Et puis quand on est stressé, mais du coup, on a envie de compenser par la nourriture des sucres pour se réconforter. Mais c'est pas le vrai envie du corps
que quand tu as un corps équilibré, qui a une bonne flore intestinale, avec les bonnes bactéries, du coup on se dirige naturellement vers les aliments dont on a envie. Quand on écoute un peu notre corps, c'est vrai que très souvent il nous dit ce dont on a besoin. Ouais. Et des fois on réfléchit, on mentalise, on se dit non, c'est mieux de prendre autre truc. Mais des personnes, par exemple quand elles sont enceintes, c'était France Guillain qui disait ça, qui disait moi j'avais envie de manger que des avocats. Et les médecins ils disaient non. Mais en fait, elle recherchait forcément quelque chose dans les avocats pendant une courte période. Et il y a des gens, ils se disent mais non, mais il faut que je mange comme ça. Mais si le corps il a besoin momentanément, pour X raisons, d'un aliment, si c'est sain, faut le laisser le manger. Quoi. Oui, mais si c'est sain, pourquoi pas? Oui, c'est toujours relatif. Hein. Et donc le lien entre les reins, la peur, l'anxiété, les émotions, c'est quoi? L'émotion des reins, c'est la peur. Mais la peur, les chocs, les traumatismes, tout ça. Les chocs émotionnels. Qui bloquent les reins et qui empêchent, parce que pour la médecine chinoise, les reins, c'est aussi l'énergie, la chaleur qui fait marcher tous nos organes et qui assure l'énergie suffisante pour que tout marche comme il faut. Alors, c'est vrai que pour eux aussi, c'est très important la température des aliments, l'hydratation aussi, tout ce qu'on mange, que cette partie émotionnelle ne soit pas bloquée ou essayer de contrôler tout ça pour qu'ils puissent redistribuer l'énergie comme il faut. D'accord. Les aliments que tu recommanderais qui vont nourrir le rein ou ceux qu'il faut plutôt éviter? Pour le rein, c'est très bon ici en Andorre, parfois on a un peu de problème avec ça. C'est très bon tout ce qui est poisson, fruits de mer et légumes de feuilles vertes. Légumes de feuilles vertes, donc tout ce qui est vert quoi. Non, les légumes de feuilles vertes. Les légumes de feuilles vertes, par exemple, et les poissons, les épinards. D'accord. Des brocolis, non, ça marche pas? Le brocoli aussi. Blettes, les blettes? Bledes, oui, les bledes. Et quels sont les signes qui vont montrer un affaiblissement des reins? Les reins, c'est facile à voir, c'est surtout la fatigue. Quand quelqu'un arrive à la consultation et qui nous explique qu'il est fatigué, il dort la nuit et il se réveille, il dort 8 heures mais il continue à être épuisé, il a du mal à bouger, ça c'est un des premiers signes. Après, il peut y avoir des infections urinaires, il peut y avoir une certaine faiblesse sur tout ce qui est maladie de reins. Et les reins aussi, c'est facile à voir sur nous à travers des couleurs. Quand on a de grosses cernes noires, la peau mate, il y a un reflet important sur notre corps quand les reins ne marchent pas. Donc les cernes noires, parce qu'on peut avoir des cernes creusées, on peut avoir des cernes bleues. Mais quand ça vire noir, c'est les reins. C'est les reins. C'est l'énergie de reins, c'est que notre corps il est épuisé. En fait, c'est des signes d'épuisement dans notre corps. D'accord. Et quand on est marqué, par exemple, au front, qu'on a les rides, on dit que c'est les intestins qui sont encombrés. Le front, c'est tout ce qui est digestif. Par exemple, quand on a mal à la tête et que le patient nous explique que c'est une lourdeur dans le front, souvent c'est même des allergies alimentaires, on mange quelque chose qui ne nous convient pas du tout, ou qu'on a fait des excès et qu'on a du mal à éliminer, mais c'est souvent des problèmes digestifs. D'accord. Alors pour les rides, c'est un peu la même chose. Oui, c'est que les reins, les intestins sont encombrés et qu'il y a des problèmes, que la flore elle fonctionne pas bien. Et selon l'alimentation, selon l'hiver ou l'été, parce que tu as des personnes qui doivent manger chaud et d'autres qui doivent manger plutôt froid, mais l'hiver on a plutôt tendance à tous manger chaud quand même, c'est meilleur pour nous. Oui. Ici, il y a deux choses un peu différentes que je voudrais insister. D'abord, chacun, on a notre fonctionnement. Alors, chacun, on a besoin de choses différentes. Oui. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas une chose qui est bonne pour tout le monde. Et c'est pas toujours bon pour nous non plus. On passe des époques aussi dans notre vie. Oui, chaque moment de vie est différent. On va avoir à chaque fois besoin de choses différentes. En fonction de notre moment, de ce qui nous arrive, tout ça. D'abord. Mais déjà, il faut regarder qu'est-ce qui a besoin le patient. Si par exemple, c'est quelqu'un qui a de gros problèmes avec le foie, qui est sur une hyperactivité, il aura besoin de drainer de la chaleur parce qu'il va produire de la chaleur. Alors là, c'est intéressant de manger des produits, des aliments qui refroidissent. Donc drainer de la chaleur, ça veut dire manger des aliments qui refroidissent. Oui. Okay. Par exemple, des fruits qui refroidissent, du melon. C'est surtout des aliments d'été.
D'accord. Des tomates, des salades, d'accord. Quand on a des problèmes de rate, quand on a des problèmes digestifs, c'est souvent à cause d'un manque d'irrigation, de vascularité sur les intestins. Alors ce qu'on a besoin, c'est de chaleur, et on a besoin d'apporter de la chaleur à travers de l'alimentation, avec des bouillons, avec de la nourriture qui soit toujours cuisinée, avec pas de cru. Ça, c'est d'un côté. Chaque patient a besoin de... Donc ça veut dire que par exemple, celui qui doit évacuer la chaleur, il faut qu'il évite d'aller dans des saunas par exemple. Pas forcément, parce que la chaleur du sauna, ce qui nous fait aussi, c'est drainer un peu, faire sortir les toxines, cette toxicité. Alors, oui, donc c'est bien. Ok, tu voulais dire autre chose? Oui, à part ça, à part que chaque personne a besoin d'une chose différente, c'est que ici, il faut s'adapter aussi où on vit. Et on a oublié un peu ça parce que la globalisation des aliments, on a tout le temps de tout, nous a fait oublier que les saisons, c'est parce que l'alimentation doit suivre ces saisons, parce que notre corps en a besoin. Par exemple, ici en Andorre, on a des étés très chaleureux et on a des hivers qui sont froids. Alors c'est très important qu'on aide notre corps à se réchauffer quand il a besoin et se refroidir. Et on a tendance à faire la même alimentation. Moi, j'explique toujours qu'il faut penser à quand c'est que cet aliment sort. Par exemple, si c'est un légume, si c'est une tomate, les tomates elles sortent en août ou elles sortent en juillet, en été, elles ne sortent pas le mois de janvier. Alors il faut se guider un peu pour ça, pour choisir un peu les aliments, surtout les fruits et les légumes. C'est très important. Les clémentines, elles sortent en période d'hiver. Les oranges aussi, donc c'est adapté. Et on a besoin de la vitamine C. Oui. C'est vrai que depuis que je mange en Andorre, je mange tout le temps chaud, parce qu'avant je mangeais beaucoup plus cru. Et je mange plus d'aliments riches comme les sardines, le maquereau, vraiment des trucs qui vont tenir le corps, parce que sinon... Parce que le corps même, il nous dit... Il n'a pas assez. Souvent, par exemple, quand c'est l'hiver, on n'a pas envie de manger une salade. Non. On n'en a pas envie, parce que ça ne nous réchauffe pas, c'est pas ça qu'on a besoin. On va passer à la rate. Quelle est la relation entre la rate et la digestion pour la médecine chinoise? En fait, la médecine chinoise, comme on a parlé au début, ils n'ont pas fait de dissection. Alors pour eux, la rate, c'est les digestifs. En fait, ils englobent. Pour nous, ça serait tous les digestifs. C'est notre système digestif. D'accord. Et son émotion, c'est la préoccupation. Et il s'épuise beaucoup chez les gens qui sont par exemple des étudiants qui font un gros travail intellectuel ou des gens qui ont des travails où ils demandent beaucoup de lecture, d'études, de réflexion, de travail intellectuel surtout. Donc c'est que lié au travail, c'est pas des problèmes personnels Aussi, la préoccupation familiale. Et depuis qu'au moment de notre vie où on a un problème et ça tourne. Si on n'a pas résolu, ce qui est intéressant, c'est si vous voulez pas tomber malade parce que c'est le plus simple, c'est de résoudre les problèmes maintenant, c'est de confronter la vie. Parce que des fois, on ne veut pas parler à la personne ou on ne veut pas aller regarder vraiment qu'est-ce qui nous a dérangé dans cette problématique-là. Et en fait, si vraiment on se dit, bon, là, aujourd'hui, je vais vraiment me coller à ça, je m'en occupe, ça ne va pas développer de pathologie derrière, comme une dysfonction de la rate ou même plus. Donc, ça fait une grosse contrariété quand on ne résout pas les problèmes. Des fois, on attend, par exemple, une personne qui a un garage rempli de plein de choses, et elle sait qu'elle doit le trier, et elle passe tous les jours devant son garage, ça fait une préoccupation mentale, c'est rien ça. Mais si vous enlevez ça, vous allez récupérer de l'énergie et de l'espace mental. Eh bien, pour les problématiques du quotidien, si vous êtes disputé avec quelqu'un et que vous laissez ça en suspens et que vous ne voulez pas le faire, ça peut faire des préoccupations. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Oh, cette personne-là, finalement, c'est pas grave. Et en fait, tout ça, ça fait tout un truc dans la tête qui va forcément interférer sur les organes et la manière de s'alimenter, de compenser. Dans le cas de la rate, par exemple, l'image, elle est simple, c'est des problèmes qu'on ne réussit pas à digérer et qui restent dans notre tête, et on ne réussit pas à les faire passer. À les digérer, Et ça, toi, tu arrives à faire passer, tu parles un petit peu avec les personnes ou c'est surtout l'acupuncture? Quand on est en consultation, il y a toujours une partie de thérapie, de parler, d'essayer d'aider l'autre à faire un peu de miroir et essayer de résoudre certains conflits. Mais après, comme c'est très lié l'organe avec l'émotion, si tu réussis à bien faire fonctionner l'organe, ça va aider dans l'émotion, c'est sûr. C'est ça que j'allais te dire, c'est qu'en fait, si tu débloques l'organe,
ça va débloquer aussi la personne, elle va peut-être spontanément trouver le courage de faire une chose, ou avoir l'énergie pour faire telle chose, ou de se dire « Oh, bah, finalement, je suis apaisée et passer à autre chose. Ça dépend des tempéraments, mais oui, ça peut provoquer l'impulsion de l'action, du fait de se sentir mieux dans son corps. Bien sûr. Le clair exemple, par exemple, c'est le foie qui crée beaucoup de bruit parce que les symptômes du foie, c'est des symptômes très très virulents. Alors, quand on est en plein dans tout ça, on ne réussit pas à penser vraiment à notre problème. Et quand tu réussis à diminuer les symptômes du foie, la personne elle-même, elle se dit, d'accord, c'est ça le problème, je vais le résoudre comme ça. Ouais. Oui, oui, ça enlève de la confusion. Quand on est plus centré sur nos douleurs de corps ou les inconforts, on peut mieux vivre le quotidien ou même créer son futur. Quels sont les aliments qui vont améliorer la rate? Tu m'as déjà répondu ou pas? Pour la rate, non, pour la rate, c'est chaque organe c'est un peu différent, non? Parce que le foie, c'est ce qu'il faut éviter. Mais pour la rate, ce qui est très important, c'est la température. Quand il y a des problèmes de rate, il faut réchauffer. Donc, mettre une bouillotte sur la rate? Par exemple, pourquoi pas utiliser la chaleur dans toutes ses expressions et surtout manger des aliments qui ne soient pas crus, qui soient faciles à digérer. C'est assez simple comme concept. C'est pas la même chose de digérer je sais pas, une salade qui est dure, qui est difficile, à des légumes faits à la vapeur. C'est pas la même chose. C'est sûr que je vois pour le soir, j'ai remarqué que quand je mange après 19h, si c'est léger, ça passe, je dors bien. Mais si c'est un peu riche ou si j'ai fait plein de mélanges, je passe une nuit, c'est affreux, quoi. C'est vrai que même pour bien dormir et pour se réveiller avec plein d'énergie, je pense que c'est bien de manger léger et pas trop tard. Mais léger selon la personne, puisqu'il y a des gens qui sont vraiment habitués à charger. Et on n'a pas tous la même lotion de léger, donc chaque personne est différente, comme tu l'as dit. Oui. Donc là, on a fait le tour. Ah oui, donc quand même, je peux dire comment on s'est rencontrés. Moi, je suis venue, à la base, c'était pas forcément pour la médecine chinoise, enfin si, c'était pour l'acupuncture, mais pour le visage, pour remonter les traits, pour éviter que l'âge laisse les traits descendre et avoir des ballons, des choses comme ça. Et donc, toi, tu étais la seule à faire de l'acupuncture pour le visage. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais une douleur de tendinite au coude et tu m'avais fait les deux en même temps. Et depuis, j'y vais chaque semaine pour l'entretien parce qu'en fait, je trouve ça absolument génial. Donc, de temps en temps, on fait le visage ou alors on fait le corps si j'ai un truc sur le sommeil ou n'importe quoi. Et je trouve que c'est bien. En fait, normalement, l'acupuncture, si on veut résoudre une problématique, c'est pas une séance. Ah non. Parce que en fait, l'acupuncture se base à remettre en place des systèmes qui, à force de notre alimentation, le jour à jour, nos émotions, n'importe quoi, ont commencé à mal marcher. Alors, il y a des systèmes, ça fait, je sais pas, 20 ans qu'on a commencé à les embrouiller. C'est facile à comprendre que les remettre sur le bon chemin, c'est pas facile et c'est pas une séance. Oui, plus on a mis du temps à ce que la pathologie arrive. Ça fait plus longtemps qu'on a un symptôme ou que quelque chose ne marche pas comme il le faut. Le plus de temps on a besoin pour le remettre. Oui, on a besoin d'un petit peu de temps pour remettre en place. Donc en général, il faut combien de séances? Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Mais minimum, c'est dans les 3-4 séances pour résoudre, pour laisser quelque chose un peu en voie. Oui, en bonne voie. Alors, pour finir, une question un peu particulière qui va peut-être te demander de la réflexion. Alors, imagine que demain, c'est interdit d'exercer la médecine chinoise, qu'en fait, plus personne ne peut l'exercer, que ça disparaisse et que tu peux uniquement laisser sur un petit bout de papier 3 enseignements les plus importants que tu as compris, que tu as appris, que tu aimerais laisser aux autres, par exemple aux gens que tu aimes, aux gens qui sont importants pour toi. Les 3 enseignements qui te semblent le plus importants pour toi. C'est difficile à choisir. Les 3 enseignements de ma discipline qui sont pour moi le plus importants. Il faut apprendre à bien gérer nos émotions. Parce que les émotions, si on ne réussit pas bien les encadrer, elles vont toujours dériver à une maladie ou à un problème dans notre vie. Il faut donner l'importance qu'elle a à la nourriture, à bien manger. Et après, il faut faire très attention au discours qu'on se raconte dans notre tête. Ça marque notre vie.
mais on se conditionne. Bruce Lee disait, quand on parle mal de nous-mêmes, on se jette à nous-mêmes nos propres sorts. C'est-à-dire que notre discours, on devient ça. Par exemple, si une personne, elle passe devant un miroir, elle se dit tout le temps « je suis grosse », en fait, même si elle ne l'est pas beaucoup, même si elle l'est, elle va le rester, même si elle mange presque rien, elle s'est conditionnée mentalement, elle s'est auto-alimentée. Ah non, non, le discours de notre tête, c'est le plus important de notre vie. Ouais. Ah, c'est très intéressant. Mais merci beaucoup Elisabeth. À toi. C'est très intéressant. Et toi, donc tu es en Andorre, donc on peut te retrouver, que ce soit les Français, les Espagnols, les Andorrans. Et puis nous, on va se retrouver, bien sûr, vous avez le canal Telegram où vous pouvez me poser des questions et découvrir les petites pépites que je partage au quotidien. Et on vous dit à bientôt, on vous embrasse. Prenez soin de vous.